Fait chaud là, non? Enfin, je dis ça, en vrai, il fait pas si chaud que ça aux Côtes d'Armor parce que bon, c'est les Côtes d'Armor, c'est la Bretagne, nous on profite. Bon allez, aujourd'hui, on va commencer cette semaine en vous parlant des récents développements de la guerre en Iran menée par les États-Unis maintenant et qui font un pas de plus vers la guerre mondiale. On va vous parler de patrons de la tech qui rejoignent l'armée états-unienne, d'une crise de l'eau assez inquiétante au Maghreb et on va finir avec la fête de la musique sous tension pour plusieurs raisons. Allez, bienvenue dans votre actu réfractaire du jour. En plein dans le mille. C'est avec ces mots que Trump vante d'avoir touché 3 sites nucléaires iraniens le 21 juin. Selon lui, les dégâts seraient tout simplement monumentaux. Et 5 mois plus tôt, pendant son investiture, il déclarait encore « Je veux être reconnu comme un artisan de la paix ». Il a fallu donc 5 mois à Trump pour trahir ses promesses. Les électeurs déçus, en vrai, ils auraient pu prédire ce retournement, puisque Trump n'a jamais été anti-guerre, il a soutenu la guerre en Irak, en Libye, il a intensifié les bombardements en Afghanistan. Son pseudo-pacifisme, en fait, c'était juste une pure com électorale. Et comme Bush avec l'Irak, Trump prétend que l'Iran veut l'arme nucléaire de dissuasion massive, sauf que, comme Bush, il ment. Tous les services de renseignement occidentaux, y compris la CIA, ont dit publiquement que les Iraniens n'étaient pas engagés dans la fabrication d'une arme nucléaire. Et ils le disaient encore il y a quelques semaines. Sauf que, contrairement à Bush, Trump, il n'a pas pris le temps de convaincre l'opinion. Résultat, il se retrouve avec une majorité d'États-Uniens qui s'opposent à cette guerre, même parmi les électeurs républicains, c'est-à-dire de son parti. D'ailleurs, fait marquant, tu as, je suis désolé des prononciations, Tucker Carlson, le présentateur vedette de la Fox News, qui est l'équivalent de CNews chez nous, il a piégé le sénateur Ted Cruz. Il a réussi à le faire révéler l'implication états-unienne dans les frappes israéliennes. Okay, so you topple the regime and by whatever means, what happens then? How many people live in Iran, by the way? I don't know the population. At all? No, I don't know the population. You don't know the population of the country you seek to topple? How many people live in Iran? 92 million. Okay. Yeah, How could you not know that? I don't sit around memorizing population tables. Well, it's kind of relevant because you're calling for the overthrow of the government. Why is it relevant whether it's, it's 90 million or 80 million or 100 million? Why is that relevant? Because if you don't know anything about the country... I didn't say I don't know anything about Okay, what's the ethnic mix of Iran? They are Persians and predominantly Shia. Okay, this is cute. It's not even... You don't know anything about Iran. So okay, actually, I am not the Tucker Carlson expert on Iran. You're a senator who's calling for the overthrow of the government. You're the one who claims, don't know anything about the country. No, you don't know anything about the country. You're the one who claims they're not trying to murder Donald Trump. You're the I'm one not saying that. who can't figure out if it was a good idea to kill General Soleimani, and you said it was bad. You don't believe they're trying to murder Trump. Yes, I do. Because you're not calling for military strikes against them in retaliation. And if you really believe that... We're carrying out military strikes today. You said Israel was. Right, with our help. I said we. Israel is leading them, but we're supporting them. Well, you're breaking news here because the U.S. government last night denied, the National Security Council spokesman Alex Pfeiffer denied on behalf of Trump that we were acting on Israel's behalf in any offensive capacity. No, we're not bombing them. Israel's bombing them. You just said we were. We are supporting Israel. Israel. High stakes. You're a senator. If you're saying the United States government is at war with Iran right now, people are listening. Okay, we are not bombing them. Oh, okay. Israel is bombing them. And hey, why do you do the snide, oh, okay? What do you mean? Because this is super high stakes stuff. This is a huge country that borders a lot of other important countries. A lot of the world's energy comes from there. Mais ces positions anti-guerre parmi les républicains, ça vient souvent de voix marginalisées. Tucker Carlson, par exemple, il a dû quitter la Fox News il y a 2 ans et il s'exprime maintenant sur son propre média internet. Il est toujours influent sur l'opinion politique états-unienne, mais à l'extérieur du pouvoir. Mais pourquoi les USA ne laissent-ils pas Israël se débrouiller seul face à l'Iran? D'abord parce que l'État israélien n'a pas la puissance nécessaire pour percer seul les bunkers de Fordo, l'un des sites nucléaires. Et ce qui est en jeu, c'est pas juste la protection d'Israël, c'est une volonté de l'impérialisme états-unien de contrôler le Moyen-Orient avec son gaz et son pétrole. D'ailleurs, avant la révolution islamique iranienne qui a eu lieu en 1979, tu avais 2 piliers jumeaux de la diplomatie et de l'économie états-unienne dans la région, c'était l'Iran et l'Arabie Saoudite. Mais bon, évidemment, c'est plus le cas depuis la Révolution, les sanctions et compagnie. L'Iran représente une clé de voûte géostratégique pour la région. Contrôler Téhéran, c'est couper la route de la soie chinoise, bloquer l'accès russe au sud, maintenir l'hégémonie du dollar qui repose sur le pétrole. Bref, cette guerre n'a rien à voir avec la sécurité états-unienne ou israélienne, c'est par rapport à la domination économique mondiale. Alors, est-ce que l'État iranien va s'effondrer comme on l'a vu en Irak ou en Libye? Trump menait sur son réseau social
en tout cas, que l'Iran doit conclure un accord avant qu'il n'en reste plus rien. Ça, c'est un vrai parole de pacifique, hein. Ça, c'est très beau ce qu'il dit. Mais la destruction totale de l'État iranien est assez peu probable. Contrairement à Saddam en Irak donc, le régime iranien dispose d'une structure étatique solide avec une industrie diversifiée et une population qui reste fortement anti-impérialiste malgré les grands mouvements de contestation qu'il a eu lieu ces dernières années. Trump vise probablement plutôt une fracture au sein des gardiens de la révolution pour obtenir un leadership plus conciliant prêt à négocier. Car en plus, l'économie iranienne est déjà en crise et souffre du blocus états-unien. Comme en Syrie, les États-Unis peuvent donc s'en servir. Mais un autre scénario est possible, bien plus sanglant celui-là. Téhéran a promis des représailles contre les bases états-uniennes dans les pays arabes voisins où sont déployés 40 000 soldats. Et si un missile iranien tue l'un des soldats états-uniens, ça fera casus belli et Trump va pouvoir riposter encore plus fort. C'est d'ailleurs peut-être ce qu'il recherche en bombardant ainsi l'Iran. Et ça embraserait toute la région. En attendant, l'armée israélienne continue, elle, ses frappes sur Téhéran. Et si vous voulez comprendre le dessous de ce conflit plus en profondeur, vous pouvez aller regarder la dernière vidéo qu'on a postée sur le canal Réfractaire à ce sujet-là, qui a été écrite avec Paul. D'ailleurs, autre sujet, en parlant de l'armée états-unienne, est-ce que vous connaissez le détachement 201 ? Eh bien, c'est un corps de l'armée US créé le 13 juin 2025 qui intègre les hauts cadres des grandes entreprises de la tech. Et tous ces directeurs et managers de la tech, ils ont été nommés lieutenant-colonel à temps partiel. Et parmi eux, tu retrouves par exemple le directeur de la technologie de Meta, qui est le groupe qui possède Facebook, Instagram et WhatsApp. Mais il y a aussi le directeur des produits chez OpenIA, tu sais, qui est le truc qui gère ChatGPT. Donc on vous en parle de plus en plus souvent, mais là il y a une véritable fusion qui est en train de s'opérer entre la Silicon Valley et l'armée états-unienne. Et en vrai, c'est pas étonnant, puisque des boîtes comme Palantir étaient déjà au service de l'armée US depuis un petit temps. Alors, Palantir, c'est une référence à Seigneur des Anneaux, à ne pas confondre avec Anduril. Anduril, ils font des drones, des trucs comme ça. Palantir, eux, ils font du logiciel. Ils ont commencé discrètement à collecter des données au service de la CIA, du FBI, de la NSA. Et aujourd'hui, ils font carrément des équipements militaires de réalité augmentée. D'ailleurs, le directeur de la technologie de Palantir a aussi rejoint le détachement 201. En fait, le nouveau débouché économique pour les businessmen, c'est la guerre. Du coup, le débouché de carrière pour ces cadres, c'est aussi la guerre. On assiste donc à une recomposition du capitalisme états-unien en crise au service de qui ? Des marchands de mort. Qui explique notamment le fait que Trump va à la guerre puisqu'il faut donner un débouché à toutes ces entreprises pour qu'il y ait des profits pour tout le monde. Allez, direction le Maghreb maintenant pour vous parler d'une crise qui grandit sous le sol. Et oui, au Maroc, en Algérie et en Tunisie et en Libye aussi, les nappes phréatiques sont en train de se vider parce que l'eau est pompée plus vite qu'elle ne se recharge. Résultat, des centaines de nappes phréatiques sont devenues de l'eau salée. Du coup, les usines de dessalement sont construites en urgence, mais le coût de ces installations et leur consommation en énergie va juste déplacer le problème. Parce que ce ne sera pas soutenable si chaque goutte demande une énergie. Mais pire, certaines nappes sont tout simplement en train de se vider. Et c'est par exemple le cas au Maroc où sont extraits 5 milliards de mètres cubes d'eau souterraine par an, alors que la nature, elle, n'en restitue que 4 milliards. Résultat, des nappes phréatiques comme celle de Berch sont en train de s'effondrer. Du coup, il y a urgence à coordonner la production de ces différents pays du Maghreb pour répartir l'eau des différents pays et épargner les nappes phréatiques qui sont le plus en danger. Mais cette coordination, elle est rendue impossible par la situation diplomatique. Par exemple, l'État marocain noue des liens commerciaux avec les États-Unis, la France et même l'État israélien, alors que le régime algérien se rapproche plus de l'État russe. Et cette fracture entre les sociétés, elle empêche de prendre collectivement en charge les problèmes sanitaires et écologiques. Allez, on termine avec, ça va pas être réjouissant, mais en fait pas vraiment. Bon, il y avait la fête de la musique, on a passé tous un bon moment, la fête de la musique, il y avait de la musique partout, bref, malheureusement pour beaucoup d'entre nous, ce truc-là, c'est aussi un synonyme de violence physique. Et oui, partout en France, des femmes ont été victimes d'agressions à la seringue. Et ça pourquoi ? Parce que des hommes ont appelé sur les réseaux sociaux à piquer les femmes. Et face à cette haine misogyne, il va falloir faire quelque chose quand même, Parce que beaucoup d'entre nous se sont interdits d'aller faire la fête de peur de ce genre d'individus. Et pire encore, certains repartent de la fête de la musique avec des traumatismes et des séquelles physiques. Mais d'autres femmes sur les réseaux ont revendiqué le fait d'aller affronter les piqueurs en allant quand même fêter. Mais il va falloir peut-être plus que du courage pour ça, mais aussi une organisation collective pour neutraliser ce genre d'agresseurs pour qu'on puisse tous faire la fête tranquillement. Et d'ailleurs, il y en a d'autres contre qui il va falloir s'organiser, c'est les flics.
puisqu'on a vu circuler ce week-end des tonnes d'images de policiers qui lancent des grenades lacrymogènes en plein milieu d'une foule pacifique. Bref, il y a vraiment un combat à mener pour se réapproprier notre espace public. C'est là-dessus qu'on termine, j'espère que cette brique d'information vous a été utile, et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette petite capsule. Cette actu a été écrite par Nico et par Monteur Décolonial, qui a aussi monté cette vidéo, parce qu'il porte très bien son nom. C'était Betsy, parce que Nina est en vacances, donc c'est Betsy à la miniature, et c'est Antoine qui répond à vos commentaires. Sur ce, on se retrouve demain pour votre prochaine Actu Réfraction.